Avant de plonger dans l'histoire bouleversante que je m'apprête à vous raconter, permettez-moi un petit rappel important. Plus de 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous appréciez ce genre de témoignages profonds, vrais et chargés d'émotions, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Et si celle-ci vous touche, laissez un « j'aime », c'est un petit geste qui nous aide énormément et qui montre que ces voix méritent d'être entendues. Je m'appelle Camille. J'ai toujours pensé, naïvement peut-être, que les pires blessures ne venaient pas de nos ennemis, mais de ceux que l'on aime, de ceux à qui l'on ouvre notre cœur sans condition, sans barrière, avec une confiance presque sacrée. J'étais une femme ordinaire, une épouse fidèle, aimante, dévouée à sa famille, et j'avais sincèrement cru que je vivais une forme de bonheur simple mais authentique avec mon mari, Thomas. Nous étions mariés depuis 11 ans. Bien sûr, il y avait eu des hauts et des bas, comme dans tous les couples, mais au fond de moi, j'y croyais encore. Je croyais en nous. Thomas avait cette aura naturelle, ce charisme qui séduit sans effort. Toujours souriant en public, attentif, plein d'entrain quand il s'agissait des enfants ou de nos amis. Un père idéal, un mari tendre du moins, c'est ce que je pensais. Dans notre petit quartier paisible de Bordeaux, nous étions vus comme un couple modèle, enviés parfois, admirés souvent. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière les volets fermés de notre maison, une fissure s'était formée. Et cette fissure s'élargissait lentement, sournoisement. Tout avait commencé par de petits changements presque imperceptibles. Des absences plus longues que d'habitude, des silences pesants pendant les repas, et ce regard vide qu'il me lançait parfois, un regard qui me traversait sans me voir, comme si j'étais devenue une étrangère dans ma propre maison. Je me suis remise en question, évidemment. Je me suis demandé si je n'étais plus aussi séduisante, si j'avais perdu quelque chose en chemin. Alors j'ai redoublé d'efforts. Nouveaux vêtements, petites attentions, dîners improvisés, gestes tendres. Je cherchais désespérément à rallumer une flamme que je ne comprenais pas encore être déjà éteinte. Il répondait à mes tentatives par un sourire mécanique, un baiser rapide, une excuse fatiguée. Trop de travail, disait-il. Toujours le travail. Toujours ailleurs. J'ai voulu rester forte, compréhensive, patiente. Mais dans mon cœur, les doutes ont commencé à se multiplier, comme des ombres qui s'infiltrent dans une pièce pourtant bien éclairée. Et avec eux, une douleur sourde, silencieuse, mais bien réelle. Puis, un jour, tout a basculé. Il disait d'avoir une réunion importante en ville, comme souvent ces derniers temps. Mais ce jour-là, il avait oublié son téléphone à la maison. Je ne suis pas une femme curieuse de nature, encore moins intrusive, mais quelque chose, une voix intérieure, m'a poussée à regarder. Et ce que j'ai découvert m'a brisé. Des messages, des appels, des photos. Il n'y avait plus de doute possible. Thomas menait une double vie depuis près d'1 an. Avec une autre femme. Une collègue. Élise. Jeune, dynamique, visiblement très présente dans son quotidien. Je n'oublierai jamais le choc en lisant ce message. Merci pour hier soir, tu étais merveilleux, je pense encore à toi. C'était comme un coup de poignard en plein cœur. Je suis restée figée, incapable de respirer, le téléphone tremblant dans mes mains. Les larmes sont venues sans prévenir, violentes, incontrôlables. Je me suis effondrée sur le canapé, recroquevillée sur moi-même, le souffle court, le cœur en miettes. Et puis, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, j'ai essuyé mes larmes. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai décidé de ne rien dire. Pas encore. Pas tout de suite. J'avais besoin de comprendre. De voir clair. De reprendre le contrôle de ma vie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai joué un rôle. Celui de l'épouse naïve, douce, dévouée. J'ai cuisiné ses plats préférés, je l'ai embrassé chaque matin, je lui ai demandé des nouvelles de son travail. Mais en secret, je préparais quelque chose. Non, pas une vengeance vulgaire. Pas de cris, pas de hurlements. Ce que je voulais, c'était qu'il ressente, profondément, avec précision, l'ampleur du mal qu'il m'avait fait. Je voulais qu'il regrette. Amèrement. Et pour cela, j'ai commencé par me reconstruire. Pour moi, pas pour lui. J'ai repris le sport.
J'ai renoué avec des amis que j'avais mis de côté pour notre vie de famille. J'ai recommencé à peindre, à vibrer, à respirer. Et pendant que je reprenais vie, j'observais. J'ai noté des détails, des horaires, des trajets. J'ai recollé les morceaux de son emploi du temps comme un puzzle minutieux. Puis, doucement, j'ai infiltré l'univers d'Élise. J'ai créé un faux profil, discret, crédible. Et je me suis introduite dans ses réseaux sociaux. Elle ne nommait jamais Thomas, mais les photos, les lieux, les allusions, tout concordait. Il s'était même affiché dans ce restaurant où Thomas m'avait emmené pour nos 5 ans de mariage. L'ironie m'a brûlé. Alors, une nuit, alors qu'il m'embrassait avant de sortir soi-disant, voir un client, j'ai souri. Parce que ce soir-là, j'avais réservé une table pour 2 dans ce même restaurant. Pas pour lui et moi. Pour moi, et un avocat spécialisé dans les divorces. Ce que Thomas ignorait, c'est que je n'allais pas rester là à pleurer éternellement. J'organisais ma sortie. Une sortie nette, froide, silencieuse. Une sortie qui laisserait des traces. Je n'avais pas encore décidé quand ni comment je lui annoncerais que je savais tout. J'attendais le moment parfait. Pendant ce temps, il s'enfonçait dans ses mensonges, dans son théâtre ridicule. Il croyait que je ne voyais rien. Que j'étais toujours là, aveuglée d'amour, passive, soumise. Mais il se trompait. J'étais lucide. Et chaque jour, je gagnais en force. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la trahison. C'était ce qu'il avait détruit, notre famille, nos souvenirs, nos promesses. Tout ça pour des instants volés, une passion bancale, un mensonge. Je savais qu'il fallait que je sois méthodique. J'ai commencé à sauvegarder des preuves, captures d'écran, messages, factures. J'ai ouvert un dossier à mon nom, sécurisé, caché dans un drive auquel il n'avait pas accès. Car ce n'était pas seulement une trahison sentimentale. C'était aussi une trahison financière. Il utilisait l'argent du foyer pour offrir des cadeaux à sa maîtresse. Week-end, bijoux, hôtel. Pendant que moi, je comparais les prix des couches et économisais sur les courses. Il offrait des colliers en or à une autre femme pendant que je comptais les centimes. Parfois, le soir, je craquais. Je pleurais en silence dans la salle de bain. Personne ne m'entendait. Mais je me relevais, chaque fois un peu plus forte. J'avais juré de ne pas perdre ma dignité. J'avais passé des années à bâtir cette famille. Ce n'était pas à moi de partir comme une voleuse. Non, cette fois, j'allais partir la tête haute. Et surtout, j'allais lui montrer, sans un cri, sans une larme visible, ce qu'il avait réellement perdu. Il était désormais clair, c'était à lui de régler l'addition de ses mensonges. Pour préparer le terrain, je me suis rapprochée de notre voisine Judith, une femme douce et discrète, mais toujours incroyablement bien informée sur tout ce qui se tramait dans notre petit quartier. Un après-midi, alors que nous arrosions nos rosiers, elle m'a lancé d'un air grave. « Tu sais, Camille, ton mari passe beaucoup de temps avec une certaine Élise. Cette fille ne m'inspire rien de bon. » J'ai esquissé un sourire empreint de gratitude. Judith ignorait que je possédais déjà la vérité entière, mais son regard compatissant m'a réchauffé le cœur. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus seule au milieu de ce naufrage intime. Un jeudi soir, j'ai décidé d'infliger à Thomas un premier électrochoc. Il est rentré encore plus tard que d'habitude, je l'attendais, assise dans le salon plongée dans la pénombre, le visage serein. Lorsqu'il s'est installé en face de moi, je lui ai demandé d'une voix calme comment s'était passée sa réunion. Il a bredouillé quelques mots sans me regarder. Alors, tout doucement, j'ai laissé tomber. Tu sais, j'ai lu aujourd'hui un article passionnant sur les couples qui mentent. On découvre tellement de choses quand on apprend à observer vraiment quelqu'un. Sa tête s'est relevée, ses yeux ont cherché les miens, confus, nerveux. Il a fini par déposer un baiser distrait sur mon front avant de se réfugier dans la chambre. Il avait compris, quelque chose venait de basculer. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. Une voix tremblante, presque cassée, « Bonjour, je m'appelle Lucie. Je ne vous connais pas, mais je crois que vous devez savoir, votre mari m'a, moi aussi, menti. Mes jambes ont failli céder, une autre femme, encore. » Lucie m'a narré leur rencontre sur une application professionnelle. Thomas lui avait juré qu'il était séparé,
il l'avait vue à plusieurs reprises, jusqu'au jour où elle avait remarqué l'anneau d'or à son doigt. Je l'ai remercié. J'étais choquée, bien sûr, mais presque soulagée, son témoignage confirmait mes soupçons les plus sombres. Thomas ne collectionnait pas seulement les mensonges, il s'en nourrissait. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil de glace. Je sentais l'heure de vérité approcher, inexorable. Le samedi suivant, j'ai confié notre fille à ma mère puis réservé une table dans ce restaurant élégant où Thomas avait déjà paradé avec Élise. J'aimerais une soirée à deux, comme avant, lui et je soufflais. Il a accepté, visiblement soulagé, il pensait sans doute que j'avais définitivement tourné la page, que j'étais redevenue l'épouse docile qu'il pouvait modeler à sa guise. Mais tout était minutieusement planifié. J'avais contacté Paul, un ancien camarade de fac devenu journaliste local. Je lui avais remis un dossier chargé de preuves, captures d'écran, relevés bancaires, photos compromettantes. Il m'avait mis en garde, ce genre de scandale peut faire l'effet d'une bombe. Es-tu certaine de vouloir aller jusque-là ? J'avais répondu sans détour, oui. Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'adultère. Il s'agit de justice, de respect, de réparation. Durant le dîner, j'ai laissé Thomas dérouler son nouveau roman. Il parlait de vacances en amoureux, jurait qu'il regrettait son manque d'attention, jouait le repentant. J'écoutais, un sourire doux figé sur les lèvres, comme on observe un acteur médiocre répéter une scène éculée. Lorsque le dessert est arrivé, j'ai déposé une enveloppe crème devant lui. Il l'a ouverte, a blêmi. À l'intérieur, les copies de ses messages, les factures de ses cadeaux, les photos volées au détour d'un corridor, et une requête de divorce déjà rédigée. Il a levé les yeux, le visage défait. Calmement, je lui ai soufflé, « Tu pensais m'abuser indéfiniment ? Je suis plus forte que tu ne l'as jamais cru. Je refuse de vivre sur un champ de ruines. » Il a bafouillé, tenté de plaider, mais je me suis levée, droite, libre, mon sac à la main. La dernière chose que j'ai entendue, c'est mon prénom dans sa bouche, comme une prière désespérée. Mais c'était trop tard, la Camille brisée venait de renaître, plus déterminée que jamais. Le lendemain, je me suis réveillée dans un silence apaisé, plus de nœuds dans la gorge, plus d'angoisse au creux du ventre. Thomas avait tenté toute la nuit de me joindre, appels, messages, mais je n'ai rien ouvert. Ce combat ne m'appartenait plus. J'ai emmené ma fille au parc, nous avons ri, couru, partagé des glaces, et tandis qu'elle jouait, j'ai observé les familles autour de moi. J'ai compris que nous portions tous des masques, mais que certains finissent un jour par tomber. Le mien venait de s'effriter pour de bon. Dès les jours suivants, j'ai lancé la procédure de divorce. Mon avocat, implacable, m'a assuré que le dossier penchait clairement en ma faveur. J'avais tout archivé, chaque message, chaque dépense suspecte, chaque mensonge. Ce n'était pas un désir de vengeance aveugle, mais une exigence de respect envers moi-même. Thomas a insisté pour que nous parlions. J'ai accepté une fois qu'il vienne, en l'absence de notre fille. Il tremblait, il pleurait, jurait qu'il m'aimait, qu'il voulait réparer. J'ai laissé ces mots se heurter à mon silence, puis j'ai murmuré, « Tu n'as pas seulement brisé notre mariage. Tu as fracturé la confiance. Et ça, aucun mot ne peut le recoller. » Ses larmes étaient sincères, peut-être, mais son délai était écoulé. 6 mois plus tard, le jugement est tombé, garde principale pour moi, la maison, une compensation financière équitable. Thomas a quitté la ville, rompant pareil avec Élise, il avait enfin compris que la passion sans loyauté s'éteint comme une bougie trop vite consumée. Quant à moi, j'ai repris un poste dans une galerie d'art. J'ai même exposé mes propres toiles, ma créativité, que je croyais morte, s'est rallumée comme un soleil d'hiver brusquement audacieux. Un matin, un an jour pour jour après notre séparation, je me suis regardée dans le miroir. J'y ai vu une femme transformée, toujours marquée par des cicatrices invisibles, mais portant une couronne de dignité nouvelle. On m'a souvent demandé si je regrettais de ne pas avoir orchestré une revanche plus spectaculaire, si j'aurais dû révéler son visage à la terre entière. Mais j'ai compris que la véritable vengeance, c'est la reconstruction sans haine. Survivre à l'impardonnable sans devenir ce que l'on déteste. J'ai gardé la leçon, notre valeur n'est pas définie par la trahison que nous subissons, mais par la manière dont nous nous relevons. Et moi, je me suis relevée.